Quand la rancœur d'une mère devient une prière noire, même la beauté la plus pure peut naître comme une malédiction avant de redevenir une bénédiction. Les histoires de Sika. Abonne-toi pour nous encourager. Là où les lagunes se confondent avec les fleuves sacrés et où l'eau n'est jamais un simple décor mais une présence vivante, on racontait depuis des années l'ascension fulgurante d'une femme que tout le monde appelait Jaën Gessan. Elle n'était ni reine ni princesse, mais son nom inspirait le respect et parfois la crainte. Grande commerçante, redoutable négociatrice, elle possédait des entrepôts à Abidjan, des comptoirs à Bouaké, des circuits d'exportation vers l'intérieur du pays et au-delà des frontières. L'argent ne lui manquait jamais. Les hommes, eux, avaient toujours manqué à sa vie. Dans sa jeunesse, Jaën Gessan avait espéré l'amour avec une foi naïve. Elle avait cru que le travail finirait par séduire, que la patience attendrirait les cœurs, que la dignité ferait naître le désir. Mais les années avaient passé, et aucun homme ne s'était arrêté. Certains la trouvaient trop dure, d'autres trop indépendante, d'autres encore disaient à voix basse qu'une femme aussi puissante cachait forcément quelque chose de sombre. Chaque refus avait laissé une entaille invisible, et ces entailles, accumulées, avaient fini par devenir une plaie ouverte. Lorsqu'elle comprit que personne ne l'épouserait jamais, quelque chose se brisa définitivement en elle. L'amour se transforma en mépris, puis le mépris en haine. Jaën Gessan ne haïssait pas les hommes individuellement, elle haïssait l'idée même qu'ils puissent choisir, refuser, désirer ailleurs. Elle décida qu'ils paieraient tous, non pas par la force brute, mais par ce qu'ils convoitaient le plus. C'est une nuit sans lune qu'elle se rendit pour la première fois au bord de la rivière sacrée, une rivière que les anciens respectaient et évitaient après le coucher du soleil. On disait qu'elle n'était pas seulement faite d'eau, mais de mémoire et d'âme. Jaën Gessan y alla avec une détermination glaciale, guidée par une vieille femme qui connaissait les chemins interdits et les paroles qu'on ne devait prononcer qu'une seule fois dans une vie. Là, au milieu des roseaux frémissants, elle invoqua l'esprit des eaux, un esprit ancien, patient, avide de pactes humains. Elle ne demanda pas l'amour pour elle-même. Elle demanda un enfant. Une fille. Une beauté si renversante que nul homme ne pourrait lui résister. En échange, elle offrit ce que l'esprit réclamait depuis toujours, des âmes liées au désir, des vies données par amour. Le pacte fut scellé dans le silence et le sang. La rivière se calma aussitôt, comme si elle avait accepté. Quand Fifamin naquit, tout le village s'arrêta de respirer. Dès ses premiers cris, on sut qu'elle n'était pas une enfant ordinaire. Sa peau semblait capter la lumière, ses yeux avaient une profondeur troublante, et même bébé, elle attirait les regards d'une manière inexplicable. Les femmes la regardaient avec fascination mêlée d'inquiétude, les hommes détournaient les yeux sans savoir pourquoi. Jaën Gessan, elle, souriait enfin. Sa revanche avait un visage. Fifamin grandit dans l'abondance. Elle ne manqua jamais de rien, mais elle manqua longtemps de vérité. Sa mère la couvait d'un amour possessif, presque étouffant. Elle lui interdisait certaines sorties, certaines amitiés, surtout les garçons. Officiellement, c'était pour la protéger. Officieusement, c'était pour préserver le pacte. Car Fifamin ne lui appartenait pas vraiment. Elle appartenait à l'esprit de la rivière. À l'adolescence, sa beauté devint impossible à ignorer. Dans les rues d'Abidjan, on se retournait sur son passage. À l'école, les garçons perdaient leurs mots, les professeurs eux-mêmes semblaient troublés. Mais chaque fois qu'un homme s'approchait trop, chaque fois qu'un regard se faisait insistant, Jaën Gessan intervenait, tranchante, autoritaire. Elle choisissait elle-même ceux qui pouvaient approcher sa fille, et surtout ceux qui ne le pouvaient pas. Le premier prétendant officiel mourut dans un accident étrange, sans témoin. Le deuxième tomba malade brutalement et s'éteignit en quelques semaines. Le troisième, un homme respecté, fort, sûr de lui, disparut après une nuit passée avec Fifamin. À chaque fois, la jeune femme pleura sincèrement. Elle aimait profondément, sans comprendre pourquoi l'amour se transformait toujours en deuil.
Sa beauté restait intacte, presque renforcée, comme si chaque mort nourrissait quelque chose en elle malgré elle. Les murmures commencèrent. Dans les marchés, dans les cours communes, près des maquis, on chuchotait le nom de Fifama avec prudence. Certains disaient qu'elle était une sirène. D'autres qu'elle portait la mort dans son ventre. Les regards changèrent. La fascination laissa place à la peur. Dja Nguessan faisait semblant de ne rien entendre, mais au fond d'elle, elle savourait. Les hommes mouraient, et elle prospérait encore plus. Fifama, elle, commença à douter. Elle observait les femmes autour d'elle, leurs histoires simples, leurs amours imparfaits mais vivants. Elle se demandait pourquoi tout ce qu'elle touchait finissait par se briser. Elle posa des questions à sa mère, mais Dja Nguessan éludait toujours, parlant de jalousie, de médisance, de destin. Puis Alain entra dans sa vie. Alain n'était pas riche. Il n'était pas mystique. Il était ivoirien, profondément ancré dans la réalité, travailleur, persévérant, avec un regard franc qui ne fuyait pas. Il avait entendu les rumeurs, mais il refusa d'y croire. Pour lui, Fifama était une femme, pas une légende. Il la courtisa avec patience, acceptant ses refus répétés, ses silences, ses peurs. Il lui parlait d'avenir, pas de beauté. De choix, pas de possession. Fifama tenta de l'éloigner. Elle inventa des excuses, se montra froide, distante. Elle ne voulait pas être responsable d'une mort de plus. Mais Alain resta. Il disait qu'aucune malédiction ne pouvait être plus forte que la volonté humaine. Lentement, elle céda, non par faiblesse, mais par espoir. Pour la première fois, elle crut que l'histoire pouvait être différente. Pendant quelques mois, le bonheur sembla possible. Puis Alain tomba malade. Une fatigue inexpliquée, une pâleur inquiétante, des douleurs nocturnes. Les médecins ne comprenaient pas. Les prières restaient sans réponse. Fifama sentit la peur l'envahir comme jamais auparavant. Cette fois, elle refusa d'accepter le destin. Elle observa sa mère. Elle remarqua ses absences nocturnes, ses silences lourds, ses objets étranges cachés dans le pagne. Une nuit, le cœur battant, elle décida de la suivre. La rivière l'attendait, sombre et agitée. Dja Nguessan était là, une calebasse à la main, murmurant des paroles anciennes. Fifama vit, comprit, sentit la vérité la frapper avec une violence insupportable. Sa mère offrait la vie d'Alain à l'esprit des eaux. La colère remplaça la peur. Elle sortit de l'ombre et exigea des explications. Dja Nguessan, acculée, cracha enfin sa vérité, sa haine des hommes, sa vengeance construite à travers sa propre fille. Elle avoua le pacte, le prix, la seule condition pour que tout s'arrête. Le silence pesa lourd. L'eau frémissait. Fifama savait ce qu'elle devait faire. Fifama resta immobile, le regard fixé sur sa mère. Le visage de Dja Nguessan, éclairé par la lueur tremblante des lampes à huile, ne montrait ni honte ni regret. Seulement une fatigue ancienne, mêlée à une fierté dure. L'eau de la rivière ondulait lentement derrière elle, comme si l'esprit des profondeurs écoutait chaque mot, attendant la suite. Dja Nguessan parla longuement, sans détour. Elle raconta son enfance marquée par les humiliations silencieuses, les regards qui jugeaient, les promesses jamais tenues. Elle expliqua comment, au fil des années, son cœur s'était refermé jusqu'à devenir une forteresse. Elle dit qu'elle n'avait jamais voulu le mal pour Fifama, seulement lui offrir ce que le monde lui avait refusé, le pouvoir de ne jamais être rejeté. Elle affirma que chaque homme mort n'était qu'un juste retour des choses, un sacrifice nécessaire pour rééquilibrer une injustice trop ancienne. Fifama écoutait, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle voyait le visage d'Alain, affaibli, allongé sur son lit, luttant contre un mal invisible. Elle revoyait ses sourires, sa patience, sa manière de la regarder sans convoitise. Elle comprenait maintenant que sa beauté n'était pas un don,
mais une dette, et que chaque battement de son cœur avait été payé par la souffrance d'un autre. La rivière se mit à bruisser plus fort, comme agitée par une impatience soudaine. Dja Nguessan se tourna vers l'eau, prête à terminer l'offrande. Fifamin sentit alors une clarté froide envahir son esprit. Elle comprit que sa vie entière n'avait été qu'un prolongement de la colère maternelle. Elle n'était ni libre, ni coupable, mais elle refusait de rester complice. Elle demanda calmement si le pacte pouvait être rompu. Sa mère se figea un instant, puis répondit d'une voix basse que la seule issue était la mort de celle qui avait signé l'accord. Pas un rituel, pas une prière, pas une négociation. La vie de la mère contre celle des hommes. La rivière ne pardonnait pas, elle échangeait. Le silence retomba, lourd, presque irréel. Fifamin sentit le poids du choix s'abattre sur elle, mais elle ne trembla pas. Elle pensa à toutes les femmes qui vivaient dans l'ombre de décisions prises à leur place, à tous les enfants façonnés par des blessures qui n'étaient pas les leurs. Elle pensa à l'avenir qu'elle voulait, simple, humain, débarrassé de la peur. Sans un mot, elle glissa la main sous son pagne et sortit la dague qu'elle portait depuis toujours sans jamais l'avoir utilisée. Dja Nguessan comprit trop tard. Elle se retourna à peine quand la lame pénétra son dos. Il n'y eut pas de cri, seulement un souffle coupé, un regard surpris, presque soulagé. Son corps bascula dans la rivière. L'eau explosa soudainement, fouettée par une force invisible. Des vagues violentes se formèrent, des cris profonds montèrent des entrailles du fleuve, des cris qui n'étaient ni humains ni animaux. La terre vibra, les arbres frémirent. Fifamin resta debout, figé, tandis que la rivière semblait se battre contre elle-même. Puis, aussi brusquement que cela avait commencé, tout s'apaisa. L'eau redevint lisse, silencieuse, ordinaire. À l'aube, le corps de Dja Nguessan ne fut jamais retrouvé. Les jours suivants furent étrangement calmes. Alain, contre toute attente, commença à reprendre des forces. Sa fièvre tomba, sa respiration s'apaisa, ses yeux retrouvèrent leur éclat. Les médecins parlèrent de rémission inexpliquée. Les anciens du village, eux, n'eurent pas besoin d'explications. Ils savaient que quelque chose s'était brisé. Fifamin, quant à elle, sentit un changement profond. Sa beauté ne disparut pas, mais elle perdit cette aura troublante qui mettait mal à l'aise. Les regards posés sur elle n'étaient plus chargés de désirs brûlants ou de peur, mais d'admiration simple. Elle se regarda un matin dans le miroir et se reconnut enfin. Elle n'était plus une offrande vivante. Lorsqu'Alain se tint de nouveau debout, ils parlèrent longuement. Elle lui raconta tout, sans rien cacher. Il écouta, bouleversé, mais il ne recula pas. Il lui dit que chacun portait des héritages lourds, mais que l'amour consistait à choisir ce qu'on en faisait. Il la demanda en mariage, non comme une victoire sur une malédiction, mais comme un acte de foi en la vie. Le mariage fut célébré simplement. Tout le village observa, étonné, apaisé. Personne ne mourut. Personne ne tomba malade. Les murmures cessèrent. La rivière resta tranquille. Avec le temps, Fifamin devint une femme respectée, non pour sa beauté, mais pour sa sagesse. Elle choisit de transformer l'héritage commercial de sa mère en un outil de justice, aidant les femmes rejetées, les mères seules, celles que la société avait mises de côté. Elle savait mieux que quiconque jusqu'où pouvait mener la rancœur. Et lorsque les jeunes filles venaient lui demander conseil, elle leur disait toujours la même chose, avec douceur: la beauté qui coûte des vies n'est pas une bénédiction, et l'amour qui naît de la liberté n'a jamais besoin de sang pour durer. Le temps passa, et avec lui s'effacèrent les dernières traces de peur qui entouraient autrefois le nom de Fifamin. La rivière continua de couler comme toutes les autres, sans cris ni remous étranges, comme si elle avait rendu ce qu'elle avait pris. Les anciens disaient que certains pactes ne demandent pas réparation éternelle, seulement le courage d'un acte irréversible. Fifamin apprit à vivre avec l'ombre de ce qu'elle avait fait, non comme un fardeau,
mais comme une responsabilité. Elle comprit que la liberté ne vient jamais sans douleur, mais qu'elle vaut toujours le prix quand elle sauve des vies. Son amour avec Alain ne fut pas parfait, mais il fut vrai. Ils connurent des disputes, des silences, des difficultés ordinaires, et c'est précisément cela qui rendit leur union précieuse. Rien de mystique, rien de mortel, seulement deux êtres humains avançant ensemble. Dans le regard des femmes du village, Fifhamin vit peu à peu autre chose que la crainte. Elle devint un miroir, une preuve que l'héritage n'est pas une condamnation. Elle parlait peu de son passé, mais quand elle le faisait, c'était pour rappeler que la vengeance déguisée en bénédiction détruit toujours plus qu'elle ne répare. Elle encouragea les mères à ne pas transmettre leurs blessures comme des armes, mais à les transformer en leçons. La beauté de Fifhamin, désormais simple et lumineuse, n'attirait plus les hommes comme un piège, mais comme une présence apaisante. Elle avait cessé d'être une dette à payer pour devenir une lumière à partager. Les enfants qu'elle eut grandirent loin des rivières nocturnes et des secrets étouffés. Ils grandirent dans la vérité, même quand elle était difficile. Et longtemps après que les anciens pactes furent oubliés, on continua de raconter son histoire en Côte d'Ivoire, non comme celle d'une femme dangereuse, mais comme celle d'une fille née d'une haine, qui eut le courage de choisir l'amour, même quand il fallait trancher dans sa propre chair pour y parvenir. Car il existe des beautés qui consument, et d'autres qui guérissent. Fifhamin fut les deux. Mais elle choisit, à la fin, celle qui laisse le monde un peu plus vivant qu'elle ne l'a trouvé. Abonne-toi pour plus d'histoires percutantes et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.